Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler probabilité en regardant d'un peu plus près les notes qu'on a reçues. On va explorer cette idée assez fascinante. Comment le hasard, qui est par définition imprévisible, peut quand même devenir étonnamment prévisible. Oui, c'est un peu ça. Un peu comme le disait Laplace, non? Le hasard, c'est juste notre ignorance. Alors, voyons ce que les docs nous disent là-dessus. Exactement. L'idée, c'est vraiment de mettre face à face le calcul, la théorie des chances, ce modèle un peu idéal, et puis ce qu'on obtient vraiment quand on fait l'expérience. Par exemple, tout bêtement, en lançant un dé. Pourquoi il y a souvent un écart? Et qu'est-ce que ça signifie au fond? Ok, alors commençons simple. C'est quoi une expérience aléatoire? Les notes prennent l'exemple du dé. On peut le lancer, le relancer, mais on ne sait jamais à l'avance quel chiffre va sortir. C'est ça? C'est tout à fait ça. Et l'ensemble de tous les résultats possibles. Pour un dé normal, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, on appelle ça l'univers. L'univers des possibles, noté oméga. Oméga. D'accord. Et un événement, c'est juste un groupe de résultats qui nous intéresse. Par exemple, obtenir un nombre pair. Ça correspond au résultat 2, 4, 6. Ok, Et si on s'intéresse à un seul résultat, genre obtenir le 4, là c'est un événement élémentaire. simple. Et la probabilité théorique alors? Si je veux obtenir un 6, on dit toujours une chance sur 6. Comment on calcule ça déjà? La théorie est assez directe. On compte combien de résultats correspondent à ce qu'on veut, ici juste un seul, le 6, Oui, et on divise par le nombre total de résultats possibles, 6 faces sur le dé. Voilà. Donc, mais attention, ça suppose que le dé est parfait, hein, parfaitement équilibré. C'est notre modèle mathématique, ça. Et une probabilité, c'est toujours entre 0, l'impossible, et 1, le certain. d'accord. Mais on sait bien, enfin, on a tous fait l'expérience. Si on lance un dé juste 5 ou 6 fois, on peut obtenir des trucs bizarres. Mhm. Les notes donnent un exemple. Si lancé, et on obtient 6, 5, 5, 3, 1, 6. Ah oui. Là, le 6 et le 5 sont sortis 2 fois chacun. Mm. Et le 2 et le 4, pas une seule fois. Mm. On est super loin du 1,6 partout, là. Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est la différence fondamentale entre la théorie et ce qu'on appelle la fréquence observée, celle qu'on mesure pendant une vraie expérience. Mhm. Sur un petit nombre de lancers, le hasard fait que les fréquences peuvent être très, très différentes des probabilités théoriques. Dans cet exemple, le 6 apparaît avec une fréquence de 2 sur 6. Ouais. Et le 2, lui, a une fréquence de 0. C'est ça l'imprévisibilité à court terme. Ah, voilà qui est super intéressant. Mais alors, si on continue, si on lance le dé beaucoup, beaucoup plus de fois, les notes parlent d'une simulation avec 1000 lancers. Est-ce que ce bazar apparent finit par s'arranger un peu? Mais c'est exactement ce qui se produit. Avec 1000 lancers, les fréquences qu'on observe pour chaque face se rapprochent de manière assez bluffante de la théorie. Ah oui, Oui, les chiffres donnés, quelque chose comme 176 fois le 1, 168 fois le 2, et ainsi de suite. Ça donne des fréquences qui tournent autour de 0,167, 0,168. ce qui est très proche du 16 théorique. Exactement. Le 16, c'est à peu près 0,16667. On y est presque. C'est une super illustration de ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Plus on répète l'expérience, plus les fréquences observées tendent à converger vers les probabilités théoriques. L'écart se réduit. C'est fascinant. En gros, le nombre d'essais lisse les caprices du hasard du début. Et cette idée que le nombre d'essais est super important, est-ce qu'on la retrouve dans d'autres exemples? J'ai vu passer un truc sur un dé à 4 faces, un tétraèdre, non? Oui, tout à fait. Un dé tétraédrique. Et l'analyse porte sur 2 lancers de suite. Théoriquement, il y a 4 fois 4, donc 16 résultats possibles. Ça va de 1-1, 1-2 jusqu'à 4-4. D'accord. 16 possibilités. Et à partir de là, on peut calculer la probabilité de différents événements. Par exemple, l'événement A. Obtenir 2 fois la même face. Il y a 4 cas favorables. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Donc P de A égale 4 seizièmes, soit un quart ou 25%. Logique. Ou l'événement B. Obtenir au moins un quart. Là, si on compte, il y a 7 cas favorables. Donc P de B égale 7 seizièmes. Ça fait à peu près 44%. Mhm. Et un dernier, C. Obtenir la phase 3 une seule fois. Il y a 6 cas comme 1-3, 3-1, 2-3, etc. Donc P de C égale 6 seizièmes, soit 37,5%. Ok, ça c'est la théorie pour le dé à 4 faces. Et l'expérience, qu'est-ce qu'elle a donné d'après les notes? Alors là, l'écart est encore plus spectaculaire. Les fréquences expérimentales qui sont rapportées,
elles sont de 5% pour A au lieu de 25%. 51% pour B, bon là c'est un peu plus proche des 44%. Et attention, Seulement 2% pour C. quoi? 2%? Alors que la théorie prédisait 37,5%. C'est énorme comme différence. Oui, c'est énorme, hein. Mais qu'est-ce que ça nous dit, alors? Ça renforce de manière assez brutale le message principal, non? Ces résultats expérimentaux sont si différents parce que, de toute évidence, le nombre d'essais réalisés était beaucoup, beaucoup trop faible. Ah oui, d'accord. Pour que ces fréquences, ces 5%, 51%, 2%, se rapprochent des probabilités théoriques de 25%, 44% et 37,5%, il aurait fallu faire l'expérience un très grand nombre de fois. Le hasard à court terme, il peut vraiment nous surprendre. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, il y a d'un côté le calcul, l'idéal, la probabilité théorique, Ouais, et de l'autre, ce qu'on observe pour de vrai, la fréquence dans l'expérience. c'est ça. Sur peu d'essais, les deux peuvent être complètement différents, mais si on est patient, si on répète, 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 à la longue, la réalité observée finit par coller de plus en plus à la théorie. C'est bien l'idée. C'est tout à fait ça. Comprendre les probabilités, c'est vraiment accepter cette dualité. Le hasard, il a l'air capricieux, imprévisible à petite échelle, mais sur le long terme, il révèle une structure mathématique sous-jacente. Il y a des motifs prévisibles qui émergent de l'imprévisible. Hmm. Mais il faut avoir assez de données, assez de répétitions. Et ça laisse quand même songeur. Parce que si même avec un système aussi simple qu'un dé, l'écart entre la théorie et la pratique peut être si grand au début, qu'est-ce que ça veut dire pour notre capacité à prévoir des choses beaucoup plus complexes? Je sais pas moi, la météo, les marchés financiers, peut-être même nos propres choix. Exactement. C'est une bonne question à garder en tête pour la suite, je trouve.